Merci beaucoup. Beaucoup de sujets pas très optimistes parce que finalement, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, on voit plutôt que les voies, les chemins se bouchent, à la fois dans nos coopérations, mais aussi dans cette capacité à agir, à peser sur le monde de concert. Je vais passer la parole à Laurence Nardon pour commencer à engager cet échange. Moi, je reviendrai après, si vous voulez bien, sur 2 ou 3 questions, mais à vous, Laurence. D'accord, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. J'ai énormément de pression là, pour continuer à parler, d'une part parce que, comme l'a dit Louis Gauthier tout à l'heure, j'ai soutenu ma thèse ici, enfin, pas dans cet amphi, mais dans un amphi qui était dans le bâtiment à côté. Donc je sens des angoisses qui reviennent de cette journée qui était quand même très ancienne maintenant, mais enfin quand même, ça me... Voilà. Et puis d'autre part, parler après Jérémy, c'est un défi parce que c'est un excellent orateur. Et puis il a dit des choses extrêmement intéressantes avec une vision que je vous invite vraiment à retenir parce que c'est extrêmement précieux d'entendre un Américain s'exprimer sur la relation transatlantique, sur la capacité des Européens à prendre leur défense en main, s'exprimer sur ces sujets comme le fait Jérémy, c'est-à-dire sans prendre de gants, c'est-à-dire avec une certaine fraîcheur, ou je dirais peut-être même astringence. À certains moments, pendant son discours, on pouvait entendre le général de Gaulle se retourner dans sa tombe. Mais quand même, il faut savoir que beaucoup de diplomates, et même avant Trump, ont cette idée un petit peu quand même condescendante de l'Europe, d'une relation évidemment inégale, je ne vais pas dire l'inverse, mais quand même où il y a un pôle de puissance et puis des petits États qui jonglent entre eux derrière pour être le meilleur ami. Enfin, voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit faux. Il faut évidemment, comme il l'a dit lui-même, que l'Europe se prenne mieux en main, le rôle de l'Allemagne, le rôle de la France, ok. Mais en même temps, c'est un discours que les diplomates américains évitent de nous servir généralement aussi crûment. Et donc, c'est quand même très intéressant de l'avoir en direct. Et du coup, je ne vais pas forcément tout de suite reparler de défense et de choses aussi précises qu'il a évoquées. Je voudrais faire un pas en arrière et qu'on se pose ensemble la question de savoir, finalement, c'est la question par laquelle Jérémy a commencé, pourquoi diable les États-Unis se donnent-ils ce fardeau, on voit bien qu'ils en ont marre, de défendre les pays européens qui sont lointains, qui ne sont pas les mêmes, on ne sait pas à qui parler, on ne connaît pas leurs dirigeants, ils ne payent pas ce qu'ils doivent. Enfin, pourquoi donc les États-Unis se mêlent-ils de vouloir si gentiment nous défendre? Est-ce que c'est de la philanthropie? Ça paraît quand même difficile à croire au bout de 70 ans. D'ailleurs, Trump n'est pas un philanthrope, ça se saurait. Bref, la question que je voudrais explorer, c'est précisément la raison de cette alliance transatlantique qui fait que les États-Unis investissent tellement dans notre défense. Et cette relation transatlantique, sa raison d'être, la raison d'être de sa force et de sa profondeur, c'est ce qu'on appelle le socle des valeurs transatlantiques. Et alors donc, je ne vais pas parler de défense, je vais parler plutôt d'idées politiques, d'évolution des idées politiques, d'histoire des idées politiques, je crois que c'est le terme consacré, pour voir comment il y a un socle d'idées communes, de valeurs communes entre les deux rives de l'Atlantique, historiquement, et comment aujourd'hui elle est challengée à l'époque de Trump. Donc j'ai 10 minutes, c'est ça? Donc Non, prenez votre temps. Mais je vous interromprai si c'est trop long. Mais non, allez-y. Alors, quand on s'interroge sur le socle des valeurs communes entre les États-Unis et l'Europe, survient tout de suite une question qui est que pour les Européens, c'est un sujet angoissant. D'ailleurs, ça s'entendait bien dans la présentation de Jérémy. Il y a des États-Unis qui sont forts, qui mènent leur barque avec certaines vagues plus ou moins intéressantes ces temps-ci. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, des Européens qui sont essentiellement angoissés
à l'idée que les États-Unis pourraient cesser de les défendre. Et moi, pour ma part, depuis que je travaille sur les États-Unis, j'ai toujours vu passer comme un serpent de mer l'angoisse des Européens sur l'éloignement, la possibilité d'un éloignement inexorable entre les deux rives de l'Atlantique. On a été dans le passé historiquement extrêmement proches, mais aujourd'hui, on voit bien que les États-Unis s'éloignent de nous. On l'a vu avec Barack Obama, qui n'était pas culturellement très intéressé par l'Europe, qui venait d'Hawaï et d'Afrique pour une partie de son patrimoine génétique. La démographie américaine fait qu'il y a de moins en moins d'Américains d'ascendance européenne. Est-ce que les deux zones vont s'éloigner comme ça, comme des paquebots qui dérivent, et que va-t-il advenir de notre sécurité dans ces cas-là? Il y a une grande angoisse côté européen sur ce sujet. Donc, essayons de voir ce que sont ces valeurs transatlantiques et de voir si elles vont perdurer. Alors, historiquement, ces valeurs transatlantiques, elles sont fondées sur deux choses qui sont très différentes, pas nécessairement opposées, mais très différentes. La première raison de ce lien transatlantique fort, il est très simple, c'est le lien de l'immigration des Européens aux États-Unis, en Amérique du Nord, pour commencer, depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des Européens, donc des Blancs, principalement chrétiens, et voire principalement protestants, qui ont émigré dans ce qui allait devenir les États-Unis après. Ça, c'est un fait historique. Par ailleurs, l'autre raison, et je pense, à mon sens, la plus intéressante du lien transatlantique, c'est la référence commune des deux côtés aux valeurs des Lumières. Comme vous le savez, les Américains, quand ils ont déclaré leur indépendance en 1776, étaient absolument inspirés par les valeurs des Lumières, alors les valeurs avec les auteurs français, mais aussi les Lumières écossaises ou des Britanniques comme John Locke. Et ce sont sur ces valeurs de séparation des pouvoirs, de respect des droits de l'homme, d'universalisme que la Constitution américaine a été rédigée en 1787, et nous, en France, en 1789, nous avons fait la même chose. Et ces valeurs des Lumières, elles restent, depuis cette date et jusqu'à aujourd'hui, le socle des valeurs transatlantiques. Ce qu'on appelle les valeurs transatlantiques, c'est réellement les valeurs des Lumières sous forme d'universalisme, de respect des droits de l'homme, de séparation des pouvoirs, et tous ces sujets que nous étudions au lycée encore aujourd'hui, mais enfin qui sont extrêmement importants. Et je crois que bien plus que l'évolution démographique des États-Unis, parce qu'aujourd'hui on sait que le bureau du recensement aux États-Unis annonce de manière extrêmement documentée, puisque aux États-Unis ils ont le droit de faire des statistiques sur la base ethnique des gens de manière autodéclarative. Quand il y a un recensement aux États-Unis, vous cochez la case avec votre groupe ethnique. En France, vous savez, c'est interdit, précisément parce que nous voulons maintenir un universalisme complet. Eh bien, le Bureau du recensement est en mesure d'annoncer aujourd'hui que dans les années 2040, la majorité des Américains ne seront plus d'origine européenne, enfin caucasiens comme on dit, mais constitués du reste des minorités du pays. Bien, je pense que ça, c'est pas forcément très important pour l'avenir du lien transatlantique. Ce qui est plus important pour l'avenir du lien transatlantique, c'est les challenges, les défis, parlons français. C'est le défi qui est porté aujourd'hui à ce socle de valeurs transatlantiques issues des Lumières. Et là-dessus, je vois deux sortes de remise en cause de ces valeurs-là, de ces valeurs transatlantiques telles que je les ai définies. La première, c'est le retour d'un certain ethnocentrisme des deux côtés de l'Atlantique. Alors évidemment, c'est Trump, le nationaliste. Derrière lui, alors Trump n'est pas forcément un idéologue, il a des idées bien arrêtées sur beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément un idéologue. En revanche, on sait que derrière lui, autour de lui, il y a des gens qui ont une pensée très
comment dirais-je, très définie, très intellectuelle. Je veux parler évidemment de Steve Bannon, qu'on a tous entendu ce nom. Il est brouillé, paraît-il, avec le président, mais pas forcément tant que ça. Il y a lui, puis il y en a un autre qui s'appelle Stephen Miller, celui qui avait écrit le discours de Trump lors de son inauguration, un discours extrêmement sombre sur le carnage de l'Amérique. Bref, ce sont des gens qui, donc, avec Trump semble être d'accord avec eux, considèrent que les États-Unis sont, et l'Europe aussi d'ailleurs, sont des, comment dire, des citadelles caucasiennes qui sont assiégées par le reste du monde. J'en prends juste un exemple. Lorsque Trump est allé en Pologne en juillet dernier, il a fait un discours à Varsovie. Alors, le gouvernement de Varsovie, qui est assez d'extrême droite, était tout à fait ravi d'entendre Trump déplorer le fait que l'Europe était menacée à la fois par les hordes de l'Est. Évidemment, en Pologne, il faut parler de la Russie, mais aussi par les hordes du Sud, alors là, c'était la crise migratoire, et qu'il fallait absolument défendre l'Europe traditionnelle. Et alors, il l'a défini comment, Trump ? Il ne l'a défini pas dans les mots de Voltaire ou de Rousseau ou de Locke, il l'a défini sur la base des liens de la culture, de la foi et de la tradition. Donc c'est clairement une vision de l'Europe en termes ethno-culturels, religieux, etc. Donc on est aux antipodes de ce qu'est la définition universelle de la population mondiale qui est portée par l'Union européenne et par les dirigeants américains depuis l'après-guerre en général. Et donc il y a comme ça une remise en cause des valeurs des Lumières sur un plan de nationalisme ethnique qui est en place. Et ce qui est très important, c'est que cette remise en cause, elle se produit chez Trump aux États-Unis, mais avec un lien très clair, elle se produit également en Europe avec tous les partis d'extrême droite que l'on connaît aujourd'hui et qui vont peut-être faire un bon score aux européennes du mois de mai. Steve Bannon, d'ailleurs, travaille beaucoup à coordonner et financer les mouvements d'extrême droite en Europe aujourd'hui. Il y a un deuxième... je voudrais juste ajouter un petit PS ici pour dire qu'il y a un autre lien d'extrême droite entre les États-Unis et l'Europe aujourd'hui, qui n'est pas ce lien nationaliste que je viens de décrire, mais qui est un autre lien qui est peut-être également à l'extrême droite, qui est le lien que j'appellerais le lien des conservateurs moraux ou des conservateurs sociaux. Vous savez, aux États-Unis, il y a cette droite chrétienne extrêmement rétrograde sur les questions de valeurs, qui représente 25% de la population. Ce sont les évangéliques du Sud. Eh bien, lorsqu'ils ont fait leur réunion annuelle de l'année dernière pour défendre leurs thèmes comme la fin de l'avortement, la fin du mariage gay, le droit de porter des armes, etc., enfin, toutes leurs objectifs, ils ont invité qui ? Ils ont invité Marion Maréchal Le Pen. Donc vous voyez, il y a une sorte de correspondance entre, par exemple, Steve Bannon qui rencontre Marine Le Pen, alors eux ce sont des populistes nationalistes, et puis ces conservateurs chrétiens qui invitent Marion Maréchal Le Pen pour parler ensemble de valeurs traditionnelles, de valeurs sociales traditionnelles. Voilà, donc ça, tout cela forme une première remise en cause des valeurs, on va dire, traditionnelles, mais là dans le sens des valeurs des Lumières qui ont été si importantes dans la construction du socle commun transatlantique. Il y a un second défi à ces valeurs transatlantiques. Alors ça, c'est ma dernière partie. Je suis extrêmement structurée. J'ai fait un plan de 3 parties parce que je parlais à l'université. Moi, j'ai fait Sciences Po, donc c'est plutôt 2 parties de sous-parties. Mais vous savez, c'est 2 écoles comme ça. Bref, je parlais maintenant du côté progressiste. Et vous, si vous portez à votre connaissance un défi. Alors cette fois-ci, ce n'est pas vraiment aux valeurs des Lumières, mais c'est plutôt à la valeur plus précise de l'universalisme, qui aujourd'hui reçoit aux États-Unis une remise en question qui date peut-être des années 60. Alors vous savez, dans les années 60 aux États-Unis, il y a eu la marche pour les droits civiques de la population afro-américaine,
qui a connu un grand succès et qui a été ensuite dédoublé ou détriplé par la libération des femmes, l'affirmation des droits des homosexuels, etc. Enfin, un certain nombre de minorités, il y a aussi les latinos qui se sont exprimés. Bon. C'est comme si toutes les minorités avaient revendiqué leurs droits dans les années 60 aux États-Unis, et ça, elles ont été écoutées, et ça a été vraiment extrêmement important, et ça a changé la vie de millions de gens, littéralement, aux États-Unis. Et ça a eu un grand impact culturel. Dans les universités américaines aujourd'hui, il y a des Cultural Studies Departments, des départements d'études culturelles, il y a aujourd'hui des études postcoloniales, enfin, on aboutit à quelque chose comme les discours de campagne d'Hillary Clinton en 2016, qui était donc dans ce courant très progressiste, très libéral, on dit aux États-Unis, liberal, et qui était comme une sorte de liste de courses où elle allait parler de chaque minorité du pays, alors minorité ethnique, minorité sexuelle, minorité de toutes sortes, et elle leur servait à chacun quelques lignes de ses discours, et ça dessinait une Amérique qui était comme une mosaïque, si vous voulez, de communautés les unes à côté des autres. Et je crains que ce ne soit l'une des raisons de son échec, finalement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, comme on dit dans le Nouvel Obs, elle n'a pas fait société, elle n'a pas fait nation, mais elle a plutôt servi ce qu'on appelle non plus le melting pot, mais le salad bowl aux États-Unis, c'est-à-dire c'est une Amérique salade niçoise avec des petits bouts de chaque minorité qui ne se mélangent jamais complètement. Et ça, pour beaucoup de gens, par exemple Marc Lilla, qui est un chercheur américain, c'est un défi dommageable, néfaste à la valeur d'universalisme. Et nous, en France, nous avons le même débat, mais il faut quand même reconnaître que chez nous, c'est plutôt l'universalisme qui tient le haut du pavé. Il faut savoir, vous savez comme moi, qu'en France, on a longtemps été sous la coupe de l'Église catholique, jusqu'à la loi de 1905, et nous considérons qu'avec la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, les individus ont enfin gagné une certaine liberté, et aujourd'hui, même si les droits des minorités sont bien évidemment reconnus en France, on ne veut pas aller aussi loin que la société américaine dans la reconnaissance des droits des minorités. Le débat sur le foulard, etc., on est vraiment à des années-lumière de ce qui se passe aux États-Unis. Et là, il y a vraiment, je crois, une grande différence entre nos deux pays. Bon, enfin, je conclus tout simplement en disant deux choses. D'une part, pour revenir au début, je ne voudrais certainement pas opposer... vous savez, au tout début, j'ai oublié de dire quelque chose que je trouve important à souligner, c'est que quand on dit qu'il y a eu deux raisons au lien transatlantique au départ, qui étaient un, la population européenne chrétienne, protestante, et deux, les valeurs des Lumières, je ne veux pas forcément opposer ces deux choses, puisqu'on pourrait, avec un certain succès, faire une filiation entre l'universalisme chrétien et l'universalisme des Lumières. Bon, ça c'était juste en passant. Mais je voudrais faire une conclusion tout aussi pessimiste que celle qu'a faite Jérémy tout à l'heure, en disant que lorsque Trump est arrivé au pouvoir il y a 2 ans, et quelques maintenant, finalement, il n'est pas du tout revenu sur la dérive multiculturaliste de la gauche américaine. Donc, vous savez, le respect de 1001 minorités qui détruit un peu la vision du pays, puisque lui n'a fait que singulariser et mettre en avant une autre minorité qui était victime à ses yeux, qui est celle des Blancs de la classe moyenne, ou je dirais même des mâles, des hommes, des messieurs blancs d'un certain âge de la classe moyenne américaine, dont il a fait finalement une autre minorité victime. Et donc, il n'est pas du tout en train de dire « Non, moi je veux revenir à une Amérique universelle, une société universelle ». Il dit « Ok, il y a plein de minorités, mais je considère que celle qui est la plus victime, ce ne sont pas les Noirs, ce ne sont pas les transgenres, ce ne sont pas etc. Ce sont les Blancs, et moi, Donald Trump, je vais m'occuper de cette minorité et je vais la défendre. » Et donc, on est dans finalement on atteint, il me semble, un sommet dans la décomposition de la société américaine aujourd'hui, extrêmement
préoccupants et dont nous, évidemment, en Europe, nous connaissons les mêmes... nous souffrons, alors peut-être pas directement, parce que je pense qu'on se débrouillerait tout seul à faire monter les partis d'extrême droite. On n'a pas besoin forcément de Trump ou de Steve Bannon. Mais disons que, pour conclure, aujourd'hui, il y a entre les États-Unis et l'Europe des valeurs communes, mais malheureusement, enfin, elles sont de bien des sortes, elles sont de bien des essences entre les Lumières et entre les valeurs portées par l'extrême droite. Voilà, donc je ne conclurai pas un éloignement des deux rives de l'Atlantique, même sur les questions de défense, mais je conclurai sur une transformation inquiétante du lien transatlantique. Merci Laurence. Et merci de placer la question sous cet angle. Si vous vous souvenez de la conférence d'Ivan Krastev, c'est le premier qui avait évoqué aussi à travers ces trois deuils dont il fallait faire pour comprendre la situation d'aujourd'hui, le deuil de l'après-45, le deuil des valeurs de 68 et le deuil de la chute du mur de Berlin, en mettant justement en avant que nos sociétés étaient traversées par, au fond, l'abandon de ces valeurs communautaires, minoritaires, autour d'un long lamento d'une majorité un peu fantasmée qui aurait perdu ses droits, voilà, le sanglot du vieil homme blanc, Trump. Mais alors, dans cette discussion-là, il y a quand même quelque chose de paradoxal, c'est que tu évoquais l'émission de Bannon ou certaines prises de position de Bolton avec des gouvernements très conservateurs, très populistes en Europe, c'est qu'on devrait voir émerger une sainte alliance transatlantique nouvelle sur ces valeurs populistes, peut-être réactionnaires ou conservatrices, vous les qualifieriez mieux que moi. Or, elle n'apparaît pas tellement se constituer. Oui, on voit bien des relations particulières, on voit bien, mais en tout cas, on ne voit pas cette construction politique se faire de part et d'autre de l'Atlantique. On verrait à ce moment-là, de la même manière probablement, un camp opposé à ces valeurs idéologiques s'articuler de part et d'autre de l'Atlantique. Donc c'est vrai que la question des valeurs, elle est pertinente parce qu'on voit bien deux crises de valeurs dans les deux sociétés. Est-ce qu'à partir de cette crise de valeurs, il y a une communauté transatlantique qui se reforme, la Sainte Alliance, vous le qualifiez rétrograde, populiste, enfin, je ne sais pas comment la qualifier, et l'autre, je ne sais pas non plus comment la qualifier, mais démocrate progressiste. Or, on ne le voit pas apparaître comme un lien politique extrêmement fort de part et d'autre de l'Atlantique, mais c'est peut-être un point en gestation. Il y a un deuxième point, c'est pour vous interroger tous les deux. Il me semble quand même que les Européens sont sommés de sortir de leur grande zone de confort et les Américains rentrent quand même dans une grande zone de dépression qui est celle du vainqueur quand il est confronté à la défaite. Parce qu'il y a quand même sur ces 75 ans de victoire américaine, que ce soit dans la compétition de la guerre froide gagnée ou que ce soit dans la suite post-guerre froide. Et là, ce qu'on assiste quand même, pour des raisons qui sont un certain nombre d'échecs, dont des échecs militaires en Afghanistan et en Irak, c'est en tout cas une interrogation sur ce qu'a été la supériorité américaine. Et pour les Européens qui étaient à l'abri de cette supériorité américaine, qui était une supériorité occidentale plus largement, donc est-ce qu'il n'y a pas cette question qui se pose aussi, qui renvoie pas simplement à l'idée que les Américains se demandent pourquoi ils continueraient à payer, pourquoi ci, pourquoi ça, mais simplement sur la définition de leur rôle. Quelle est leur définition dans le monde, pas simplement par rapport aux Européens. On peut comprendre toutes les autres raisons très bien expliquées du changement de pivot que déjà avant Trump, Obama et d'autres nous disent. Mais il me semble qu'il y a quand même un effet qui est marqué, qui est lié à ce contre-coup pour les États-Unis de leurs échecs militaires et de la contestation de leur supériorité. Le troisième point, moi, que je voudrais voir avec vous, c'est que quand même, à chaque moment, il y a eu
L'Union européenne n'a jamais été très considérée, pas plus par les Américains que par les Russes ou par les Chinois, parce que c'était quelque chose qui quelque part dérange, quoi. Il y a un risque de contrepoids, il y a un risque d'affirmation politique. Donc jamais ça a été très considéré, mais dans la relation avec l'Union européenne, du côté des Américains, il y a toujours eu un pays pivot. Ça a pu être le Royaume-Uni, quand il en faisait partie. Pour Obama, c'était l'Allemagne. Mais alors, quel est aujourd'hui le pays pivot de l'organisation d'une politique vis-à-vis de l'Europe de Trump? Ou quel serait-il? Parce qu'il y a bien... Et donc, d'une certaine manière, à travers cette logique du pays pivot ou de la clé, il y avait la cheville qui était faite à la fois par rapport à l'OTAN et par rapport à l'Union européenne. Et donc ça, c'est quand même inquiétant parce que si on ne reconnaît pas Bruxelles, et Bruxelles effectivement est faible pour avoir un dialogue très institué avec Washington, il faut des médiateurs. Et ces médiateurs, ils ne sont forcément pas dans les petits pays. Ils sont forcément dans un certain nombre de grandes capitales qui font quand même, peu ou prou, le concert des nations européennes. Donc un peu mes trois réactions, comme ça, spontanément, à vos deux interventions. Je vous laisse prendre ce que vous voulez, puis après on passera à les questions à la salle. Chester? Yep. D'accord, merci. On m'a dit que les questions seraient plus faciles. Mais tout d'abord sur la question des valeurs. Je crois que d'un côté, Laurence a vraiment touché du doigt les grandes évolutions à la fois aux États-Unis dans la politique intérieure et la politique des États-Unis et de l'Europe. Mais je ne suis pas sûr que ce soit si pertinent pour les relations transatlantiques. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal. Comme l'a très bien décrit Laurence, je crois qu'il y a une véritable lutte en cours entre une sorte de compréhension multiculturelle, pluriethnique des États-Unis et puis une compréhension plutôt blanche des États-Unis. Et de plus en plus, les deux partis, au lieu de représenter des intérêts économiques, ils représentent de plus en plus ces deux intérêts. Et donc de plus en plus le Parti démocrate et le Parti pluriethnique et le Parti républicain et de plus en plus le Parti des Blancs. Et ça, c'est très effrayant dans la politique intérieure américaine. Bon, ça varie beaucoup dans les pays européens en particulier, mais on a quand même, en général, une évolution assez semblable dans les pays européens, et c'est effrayant d'imaginer qu'il pourrait y avoir des liens transatlantiques entre les partis d'extrême droite. Et donc la relation transatlantique pourrait survivre à cette évolution, mais ça pourrait être une relation transatlantique basée sur une idéologie d'extrême droite, à la Steve Bannon ou à la Marine Le Pen. Et ça, ce n'est pas quelque chose que je souhaiterais envisager. Mais deux choses à voir pour contrer tout cela. Premièrement, il y a une internationaliste, c'est un oxymore. Et donc, Steve Bannon s'en est déjà rendu compte. Même si leurs idéologies sont peu ou prou semblables, si votre idéologie est de vous faire passer en premier, ce n'est pas très bon pour la collaboration internationale. Et donc, ces partis d'extrême droite ont eu beaucoup de mal à coopérer au-delà des frontières nationales. Mais plus généralement, cette idée du fait que la relation transatlantique n'ait jamais été fondée sur des valeurs est peut-être un égarement. Les valeurs sont semblables, et ça c'est important, mais c'est parce que ces valeurs semblables sont simplement le fait qu'il y a eu des intérêts semblables et que donc il y avait un intérêt à travailler ensemble. Je ne suis pas sûr que même si les valeurs perdurent, eh bien, les intérêts ne vont pas s'écarter. Et ça, en particulier, c'est lié au manque de capacité aux États-Unis à maintenir cette relation sur la même base que ces dernières années. Si on se concentre sur les valeurs, donc, bon, les valeurs sont importantes. Elles sont importantes pour moi, elles sont importantes aussi pour nous tous, pour qu'on puisse avoir ces débats.
parce qu'on reconnaît tous qu'il est très bon. Bon, lorsqu'on parle des Lumières écossaises, on sait tous de quoi on parle. Mais là, je ne suis pas sûr que cela va tellement nous éclairer pour l'avenir des relations transatlantiques, même si ça nous en dit beaucoup sur l'avenir de nos sociétés nationales. De même, ce que vous avez dit, cette réflexion sur les échecs militaires est intéressant. Aux États-Unis, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Aux États-Unis, on n'a pas le droit d'aller dire publiquement qu'il y a eu des échecs militaires. Très sincèrement, on a perdu 4 guerres sur 5, mais on s'en rend à peine compte ces derniers temps. Il y a encore un grand conflit, à savoir si les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam, et tout ça a été enregistré. Hein. Donc, il y a une sorte de capacité culturelle assez bizarre qui vient dans l'estime très élevée qu'a l'armée d'elle-même et le sens très fort selon lequel la machine militaire américaine est inégalée. Ça, c'est vrai. Et donc, ce que l'on a connu ces dernières années, ça n'est pas un échec militaire, c'est plutôt un échec de politique étrangère ou un échec politique tout court. Et dans l'histoire européenne, vous savez que c'est simplement la théorie du coup de poignard dans le dos. N'invoquant pas l'idée de l'échec, qu'on pourrait d'ailleurs partager nous aussi dans beaucoup d'autres de ces interventions, mais de moindre désir à continuer à faire des opérations militaires, moindre désir à avoir boots on the ground, à avoir des interventions, etc. Et donc, à ne pas vouloir prendre en charge, parce que c'est là qu'ils se multiplient, les conflits qui sont quand même plutôt à la périphérie européenne, possible au Levant, Méditerranée, en Afrique, etc. Alors, si on le prend comme ça, donc on laisse de côté l'aspect du ressenti psychologique, etc. Mais non, vous avez complètement raison sur cela. Mais la raison pour laquelle je fais la distinction, c'est que la retraite dont on parle, le désengagement est politique, pas militaire. Les États-Unis n'ont pas perdu foi envers leur puissance militaire, ils n'ont pas perdu la volonté ni la capacité politique d'utiliser cette puissance militaire, même à l'étranger. À mon avis, ce que perdent les États-Unis, c'est la volonté de faire cela au service du leadership et la volonté de faire cela dans un but de nation building, comme on appelle. L'idée selon laquelle Obama a refusé d'intervenir en Syrie, en fait, il est intervenu en Syrie, mais en fait, bon, il a refusé autre chose. Bref, le président Trump voit ça comme une faiblesse aux États-Unis. Et donc, lui, il a été frappé que, bon, si jamais il n'intervenait pas, ça serait une faiblesse. S'il intervenait, il rencontrerait le problème dont vous avez parlé, qu'on ne souhaite pas accepter cette responsabilité. Trump a une solution à ce problème dans sa réponse à la Syrie, qui est très trumpienne, à savoir que c'est extrêmement idiot, et les gens aiment bien ça. Il a bombardé la Syrie, et ensuite il a déclaré que c'était une victoire. Donc, et quand il y a eu un problème, il a envoyé 51 missiles de croisière sur la Syrie, puis il n'a rien fait d'autre. Et donc le peuple américain a adoré ça. Et on pourrait continuer de faire ça avec la puissance militaire américaine dans tout un tas d'endroits du monde. Ce que l'on constate, ça n'est pas la fin de l'activisme militaire américain, mais plutôt une évolution importante dans les modalités. C'est plus unilatéral, plus intéressé et beaucoup moins impliqué en matière d'engagement. C'est plus une politique militaire, un petit peu intéressé. Bon, pour ces questions de pays pivot, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, pour cela je m'en excuse. L'idée selon laquelle le Royaume-Uni... Bon, du point de vue des États-Unis, ils ont de très bonnes relations avec presque tous les pays dans l'Union européenne. Et même si dans de nombreuses administrations américaines, les États-Unis ont vraiment cherché à développer l'unité
européenne, et bon, je sais que ça n'est pas poli de le dire, mais l'Union européenne est une invention américaine. On ne le dit pas parce que, bon, ça ne se dit pas parce que c'est un peu grossier, mais c'est le cas. Vous pourrez me reprendre sur ça plus tard. Mais bon, des fois, les États-Unis, pour des raisons particulières, ont œuvré à l'encontre de cela. Lorsqu'ils s'intéressaient plus aux résultats à court terme, ils ont essayé de retirer du pouvoir à Bruxelles. Bon, certaines administrations l'ont fait. Parfois, l'administration Trump, elle, le fait tout le temps. Mais bon, quel que soit le parti au pouvoir, les États-Unis ont toujours réagi de façon favorable au désir européen de maintenir des relations bilatérales, d'avoir ces relations spéciales que l'on a avec ces 11 ou 14 pays. On s'en est toujours servi. Et ça n'a jamais été le point de vue américain que le Royaume-Uni joue un rôle spécial pour donner un accès à l'Europe. Les États-Unis n'en ont pas besoin. Le Royaume-Uni est un allié important pour les États-Unis, probablement leur meilleur allié, mais pas leur seul point d'accès à l'Union européenne. Ils ont toujours utilisé beaucoup d'autres pays, et notamment la France et l'Allemagne. Avec l'administration Obama, je crois que ces pays ont pris de plus en plus d'importance, beaucoup plus que le Royaume-Uni. Avec le gouvernement Trump, bon, de toute façon, l'Union européenne, ça ne les intéresse pas. Ils ne cherchent pas à avoir de pays pivots du tout. Et, toutes ces questions ne les intéressent pas. Donc, si on essaye de comprendre, là, je crois qu'il y a une erreur qu'on fait généralement lorsqu'on essaie de comprendre la politique de l'administration Trump. On suppose qu'il y a une stratégie géopolitique. Mais lorsqu'il se rend en Pologne et qu'il parle de Nord Stream, il n'essaye pas de diviser l'Europe, il essaye de vendre du gaz naturel à l'Europe. C'est tout. Il se moque vraiment de savoir si cela va diviser l'Europe ou pas. Ce que l'on constate, c'est qu'ils utilisent toutes les relations qu'ils peuvent avoir pour des objectifs à court terme sans vraiment se concentrer sur un tableau plus général. Donc, ils ne s'intéressent pas aux pays pivots, mais je dirais qu'un autre gouvernement pourrait plus s'intéresser à équilibrer les objectifs américains d'intégration européenne avec la relation bilatérale. Il n'accepterait pas qu'il y ait un pays pivot, que ce soit le Royaume-Uni, la France ou l'Allemagne. Très rapidement, j'allais dire la même chose que Jérémy au début, qui était qu'une internationale nationaliste aurait du mal à se créer. Donc c'est vrai qu'un lien efficace entre partis d'extrême droite semble difficile à imaginer. Mais je voudrais revenir sur ce que tu as dit, Jérémy. Jérémy est un cynique, vous l'aurez compris. Et du coup, je me permets, moi je suis plus optimiste et je trouve que cette histoire de valeurs transatlantiques a du prix, est précieuse en elle-même. Et je pense que tu en parlais comme d'un moyen et non pas un objectif, mais je pense qu'il y a peut-être un moment dans les années à venir où le fait de défendre des sociétés dans lesquelles la liberté d'expression, la liberté de la presse, l'état de droit, le respect de la personne humaine sont des choses qui vont de soi, deviendra un objectif en lui-même. Alors c'est peut-être pas forcément très optimiste de le dire. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ces valeurs transatlantiques des Lumières ne sont pas à traiter trop cavalièrement et surtout pas à considérer qu'elles sont inscrites dans le marbre pour toujours. Elles sont quand même assez fragiles. Sur cette histoire de défaite, je pense qu'il ne faut pas non plus... Alors, c'est sûr que Trump, venant après Obama, qui était déjà réticent à intervenir dans le monde au-delà des frontières du pays, les États-Unis sont dans un moment de fatigue de l'empire, comme on dit, c'est une expression, et donc un moment de retrait, mais il ne faut pas sous-estimer la résilience de ce pays et le fait qu'il est sans doute là encore pour des années, des siècles.
et que donc les autres écoles de pensée de la politique américaine, les écoles idéalistes et morales, les écoles interventionnistes, multilatéralistes, etc., ont encore peut-être de la réserve, et il ne faut pas penser que Trump est la fin de tout, même si il peut être élu, il faut voir ce qui va se passer. Et dernier point, sur le pivot, moi je voulais plutôt parler là aussi de la situation plus globale, sortir de l'Europe, et souligner à quel point, dans la vision du monde que les États-Unis de Trump développent aujourd'hui, l'autre n'est plus l'URSS, évidemment, ni même la Russie, n'est pas l'Europe, ça c'est vrai, mais l'autre c'est la Chine. Et donc c'est un pays avec lequel ils sont pris dans une relation très complexe, parce que là où l'URSS n'avait jamais été, rappelez-vous, un partenaire commercial des États-Unis, un pays qui aurait détenu des bons du trésor américain dans des proportions énormes, là on a un pays, la Chine, qui est un partenaire commercial et financier des États-Unis sans lequel les États-Unis s'effondreraient, et en même temps un opposant sur les questions géopolitiques en mer de Chine du Sud, et en même temps un partenaire un peu insaisissable sur la question nord-coréenne, et en même temps un pays qui a dépassé depuis 2014 les États-Unis en termes de PIB PPA, c'est-à-dire le produit intérieur brut, en termes de PPA, pouvoir d'achat, parité de pouvoir d'achat. Voilà. Donc c'est un pays qui représente un défi vraiment multiforme et très complexe pour les États-Unis, et ils l'ont bien compris. Et donc je pense que c'est plutôt cette relation-là qu'il faut interroger, plus, même si notre orgueil doit en souffrir, plus que la relation US-Europe en termes géopolitiques.